Il y a une équipe qui m'a vraiment plu en ce début de saison, j'en avais d'ailleurs parlé de façon brève dans une vidéo sur les 5 clubs à suivre, c'est l'AS Monaco. Une équipe pour qui je n'étais absolument pas confiant jusqu'à fin juillet, d'ailleurs quand je fais les prédictions, je les mets hors top 5. Le mercato n'avait quasiment pas avancé et je voyais pas comment ce 11 pouvait se relever même si l'entraîneur était une vraie connaissance pour ma part. Et 2 mois après, j'avoue être bluffé par cette équipe de Monaco qui montre vraiment de très très belles choses et qui m'a vraiment impressionné lors du dernier match que j'ai eu la chance de voir car j'étais à Delon. Et en sortant des stades, je me suis dit ok, faut qu'on parle de Monaco sur la chaîne et voici pourquoi cette vidéo a lieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Enfin, tout va pour le mieux. Un peu un problème de voix et une grosse crève. J'espère que ça s'entend pas trop à la vidéo, mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un club qui fait vraiment un super début de saison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier sur les 3 dernières vidéos. Les retours et les vues sont vraiment très bonnes. Merci beaucoup, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça donne beaucoup de force et ça donne vraiment envie d'avancer. Cependant, au niveau abonnés, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui s'abonnent. Donc si c'est pas fait, faites-le. N'hésitez pas à vérifier. Vous pensez peut-être l'être et vous ne l'êtes pas. On vise les 3000 abonnés assez rapidement et les 15 000 également, on va dire à moyen terme. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Ça apporte vraiment énormément à la chaîne. Et c'est parti, on rentre donc dans le vif du sujet, en commençant par parler de l'ancien entraîneur Philippe Clément. Le bilan de Philippe Clément est plutôt décevant pour être honnête. Bien sûr, à son arrivée, il a réussi à redresser la barre en championnat, car le début de la saison 21-22 sous Kovac était compliqué. Le vestiaire avait lâché le technicien croate car il était jugé très dur avec des méthodes très sévères. Mais la manière dont Monaco gagnait les matchs laissait tout de même à désirer. Monaco s'est fait sortir en demi-finale de la Coupe de France par Nantes, et la performance contre Braga en Europa League était quand même loin d'être convaincante. Et lors de la deuxième saison, il avait une équipe quand même qui aurait dû à nouveau jouer le podium. Alors certes, il y a le départ d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, qui est clairement une perte prépondérante, mais il y a l'arrivée du Suisse Brel Donald Mbolo et Mohamed Kamara pour remplacer donc Tchouaméni numériquement, et également du japonais de Liverpool Minamino. Mais Monaco s'est pris une élimination inattendue contre le PSV en barrage de Ligue des Champions. Même si c'est vrai qu'on peut admettre que certaines arrivées sont arrivées plutôt tardivement. En Europa League, ils ont réussi à passer le groupe, mais ils se sont malheureusement fait sortir assez rapidement par les Leverkusen, même si les Leverkusen c'était quand même un sacré client. Et en Coupe de France, ils ont été minés dès le premier tour, enfin le premier tour pour les clubs pro par Rodez, donc ça fait clairement tâche. De plus, le jeu de l'équipe sous sa direction, il manquait clairement de cohérence et de structure. On peut attribuer les succès de certains joueurs à d'autres facteurs que cette décision, à l'exception peut-être du lancement de Ben Seguir, ça pour le coup c'était une bonne idée de la part du technicien belge. Donc pour un peu clôturer le tout, oui, la fin de saison 2020-2022 était plutôt encourageante, mais la 2022-2023 a été marquée par plusieurs éliminations, notamment une précoce en Coupe de France et même en Europa League, même si encore une fois les Leverkusen c'était tout de même un client. Et l'équipe semblait franchement avoir perdu de sa motivation en fin de saison. Et finir 6ème du championnat alors qu'à 10 journées de la fin, Monaco joue encore le podium, franchement, c'est vraiment un accident de parcours. Donc globalement, le bilan de Philippe Clément il est plutôt mitigé, avec des échecs dans la réalisation des objectifs du club, que ce soit en termes de classement en Ligue 1 ou de performance en compétition européenne. Le départ de Clément était probablement nécessaire pour apporter à l'équipe un souffle nouveau. Et son départ ne sera pas le seul d'ailleurs, car le directeur sportif Paul Mitchell a également laissé sa place. Paul Mitchell a dirigé le club de Monaco avec des hauts et des bas. Certains supporters critiquent son bilan, mais d'autres considèrent son passage plutôt comme satisfaisant. Il a effectué une restructuration importante du club, y compris la création du groupe Elite. Il a réussi dans certains domaines des transferts, avec des joueurs comme Dissassi, le latéral gauche brésilien Caio Henrique, le piston brésilien Vanderson, qui n'était quasiment méconnu du grand public, l'attaquant suisse en provenance de Mönchengladbach Mbolo, et également l'allemand Kevin Volland, même si la fin était assez compliquée, les débuts étaient quand même très bons. Mais il y a quand même eu des échecs, notamment avec Neubel et Malang Sarr. Et on peut faire également un constat général un peu sur les flops, car beaucoup de flops sont partis librement ou sur des sommes assez misérables. Le principal point de discorde entre les supporters et Mitchell, c'est qu'il réside dans la décision de virer l'entraîneur Kovac sans réelle raison apparente, même si encore une fois, comme j'expliquais, on apprend par la suite que les méthodes du technicien croate, réputé pour être très sévères et très dures, n'étaient peut-être pas forcément en adéquation avec un groupe quand même relativement jeune. Mitchell a contribué à solidifier le centre de formation, mais il n'a pas atteint la Ligue des Champions et n'a pas remporté de trophée majeur. Mais il a quand même contribué à un mercato d'été, à un mercato quand même de qualité. Cependant, la critique qu'on pouvait faire par rapport à ces mercatos, c'est qu'il avait quand même des recrutements excessifs dans le groupe Red Bull. Avec ses départs, on a un nouveau directeur sportif, Thiago Scuro, qui était le directeur du football du club brésilien de la Galaxy Red Bull, justement, Bragantino. Il est arrivé il y a peu, donc on va pas le juger. Par contre, il y a un autre homme qu'on peut évoquer qui a remplacé l'entraîneur, c'est l'Allemand Adi Hütter.
Adi Hütter est un entraîneur qui a fait ses preuves en Bundesliga, que ce soit à l'Eintracht ou à Mönchengladbach, et pour l'instant, il arrive à tirer toute la quintessence de cet effectif. Adi Hütter, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, est connu pour son approche rigoureuse du jeu. Il insiste sur l'engagement, le jeu vers l'avant et le pressing, ce qui demande beaucoup d'efforts aux joueurs. Cependant, cette rigueur et son professionnalisme semblent porter leurs fruits à Monaco, bien que des ajustements soient encore nécessaires. Hütter a également établi de bonnes relations avec les joueurs, comme en témoignent Zakaria, Minamino et Mbolo. D'ailleurs, Zakaria et Mbolo, il les avait connus à Gladbach, et je pense m'avancer en disant que Zakaria n'a jamais été aussi fort dans sa jeune carrière que sous les ordres du technicien autrichien. Le système de Hütter basé sur une défense à 3 est très apprécié car l'effectif est construit pour ce système. Un joueur comme Vanderson par exemple est bien plus intéressant en piston que dans une défense à 4 ou également Jacobs, même si lui est plutôt une doublure de Caio Henrique, qui lui pour le coup le Brésilien a l'air d'être aussi à l'aise à 4 ou à 5. Ce système permet une défense solide, une relance efficace et une pression intense sur l'adversaire. Les joueurs comme Ben Yedder et Balogun contribuent à la récupération du ballon en haut de terrain, tandis que l'équipe se montre clinique en attaque. Hütter apporte un style et du charisme à l'équipe. Il est dur, mais également proche des joueurs, contrairement à son prédécesseur Clément. Son approche du football se caractérise par un jeu offensif, direct et intense. Il a apporté une clarté et une vision au club, en mettant en place une défense à 3, un jeu offensif axé sur la verticalité et le rôle important des pistons. Le plus marquant sur Hütter est le changement mental au sein de l'équipe. L'AS Monaco a désormais la confiance et la détermination nécessaires pour revenir dans les matchs, même après avoir encaissé le premier but. Cette saison, l'équipe a déjà concédé l'ouverture du score plusieurs fois, mais elle a réussi à éviter des défaites fréquentes, signe du changement de mentalité. Enfin, jouer avec des pistons et appliquer un pressing rapide sont des aspects vraiment clés de la philosophie de jeu du terre que Clément n'avait pas exploité malgré les ressources qui étaient tout de même déjà disponibles. En résumé, Adi Hütter a apporté de la rigueur, un système de jeu solide, un leadership charismatique et une nouvelle mentalité à l'AS Monaco, ce qui a contribué à son succès actuel. Et on va parler justement de l'effectif, surtout le 11 avant tout. Et je voudrais me pencher justement sur l'attaque comme je l'indiquais, le duo Ben Yedder-Balogun qui me semble plus que complémentaire. Ça manque encore d'automatisme, mais on sent que ça va faire vraiment des ravages. J'étais au stade, comme je le disais en préambule, à Reims-Monaco, et on voyait que Ben Yedder, il était bien plus à l'aise d'avoir quelqu'un à côté de lui, comme il y a quelques années avec Islam Slimani où ça marchait très bien, ou alors avec Voland en début de parcours de l'allemand. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai jamais compris que Clément n'a jamais voulu mettre Mbolo et Ben Yedder ensemble, sous prétexte que défensivement ça laissait des errements. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, je pense que je ne comprendrai jamais. Mais pour revenir à cette saison, je pense que ça va vraiment faire mal les deux ensemble, avec en 10 l'embarras du choix, soit le russe Golovin, soit la jeune promesse Akliouche, ou soit le japonais Minamino. Le 3 ont montré de très belles choses. Bon, Minamino, on l'a surtout vu quand Balogun n'était pas encore arrivé, où l'effectif était plutôt en 3-4-2-1, avec 2-10, mais ce sont vraiment 3 joueurs pour moi de très bonne qualité. Autre élément extrêmement important à mon sens, c'est les pistons, comme je l'indiquais. Dans le système de Hütter, c'est Caio Henrique et Vanderson, deux pistons vraiment de très très bonne facture, avec deux doublures pour le coup qui sont intéressants dans ce rôle, Crépin Diatta et Ismail Jacobs. Ils sont importants dans la création offensive et ils font à mon sens un très très bon début de saison. Même les remplaçants, car là Jacobs joue à la place de Caio Henrique qui s'est blessé et franchement ça se passe vraiment plutôt bien. Au milieu, on retrouve Denis Zakaria, le Suisse qui est arrivé cette année, qui apporte une belle sérénité défensive et surtout beaucoup plus de rigueur. Mohamed Camara, c'est un joueur qui a des hauts qui sont très hauts, mais malheureusement il a des bas qui sont quand même relativement bas. Ça manque de régularité, parfois beaucoup trop agressif également sur le terrain, et je trouve que Zakaria apporte beaucoup plus de sérénité à cette équipe. Alors c'est peut-être lié également à l'entraîneur, mais je trouve pour l'instant très qualitatif l'apport de Zakaria, et c'est une réelle plus-value par rapport à Mohamed Camara, et je trouve surtout que Youssouf Fofana retrouve un excellent niveau quand il est associé à quelqu'un de qualité, et ça se sent très clairement. Je les trouve en plus parfaitement complémentaires, et on retrouve un Fofana, franchement un Fofana qui est de très très bon niveau. Alors il a jamais été mauvais à proprement dit, on s'entend très bien. Puis bon, dire qu'un joueur pro est mauvais, il faut toujours prendre des pincettes, mais il est vraiment plus à l'aise dans ce système sous Hütter et je pense que c'est en grande partie grâce à son coéquipier suisse. Et pour finir, défensivement, ça tient la route, notamment grâce à un homme qui m'a mis une grosse claque quand je l'ai vu à Reims, c'est Singo. Il est arrivé cet été en provenance de Torino où il était plutôt utilisé comme piston droit, même si en sélection ivoirienne il s'est déjà retrouvé à jouer dans l'axe. Et honnêtement, il est vraiment très fort. Il est vraiment solide, très bon également en relance et en duel aérien. Vraiment une super pioche, Singo. Il est accompagné du Chilien Maripan. Et Maripan, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est peut-être un peu impopulaire ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on l'a fait passer pour une chèvre et on a mis tous les mots de la défense monégasque sur ses épaules, alors qu'il n'était pas si hideux. Je trouve qu'il a beaucoup pris, moi, pour ses compères de défense, qui n'étaient certes pas mauvais, bien entendu. Steve Badiachil et Disassi sont tous les deux à Chelsea et ont goûté à la sélection.
c'est qu'ils ne sont pas mauvais. Mais il leur arrivait bien sûr de faire des erreurs aussi. Alors oui, Maripane, il a eu du mal, surtout au début, on se demandait ce qu'il faisait là, mais je trouve qu'on a été très dur avec lui, et cette saison, je le trouve vraiment bon. Et à côté, on a la petite promesse, un Magassa qui est un 6 capable de jouer défenseur central. D'ailleurs, il est en défense centrale, donc est titulaire sous Uther. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans ma vidéo sur les prédictions, quelqu'un m'a dit que Magassa serait la révélation de l'année, et franchement, bravo, bien joué, si tu te reconnais, j'ai oublié ton nom, mais bravo. Et pour l'instant, je le trouve vraiment très très bon. Il a beaucoup de maturité dans son jeu au vu de son jeune âge et franchement chapeau pour ça. Et on a Salissou qui pour l'instant est blessé mais il apportera également quand il sera apte. Même si sa dernière saison à 60 tonnes c'était un peu compliqué sur sa fin de parcours. Mais ça reste logiquement un très très bon joueur. Le seul petit hic pour l'instant c'est le gardien, Philippe Keun, qui est arrivé en provenance de Strasbourg, qui, pour l'instant, honnêtement, ne me rassure pas vraiment. Des premiers matchs, il fait une bourde contre Clermont et on se demande s'ils ont pas un nouveau Nubel. Peut-être qu'il va monter en puissance, mais je trouve qu'il dégage pas forcément de sérénité. Et même au stade, là, quand je les ai vus, à chaque corner pour un, je trouvais qu'on sentait une petite frayeur, ce qu'on ressent pas, par exemple, avec d'autres gardiens. Moi qui vais souvent l'os, par exemple, on le ressentait pas avec Maignan ou avec Chevalier. Là, je vous jure, dès qu'il y avait un coup de pied arrêté défensif, on sentait dans le stade une petite peur, j'ai envie de dire. Et voilà, on va pas l'enterrer, ça se trouve, il va monter en puissance et il va être très très bon, mais je pense que la petite interrogation, elle a le mérite de se poser pour l'instant. Pour finir sur l'effectif, Monaco a également une arme, ce sont ces jeunes qui ont vraiment beaucoup de qualité. Ediane Diop, le frère de Sofiane, Elias Benseguir, Magnès Akliouche qui fait pour l'instant un très très bon début de saison quand il joue et qui est décisif tous les 52 ou 53 minutes je crois de mémoire si on prend les espoirs et également Monaco inclus. Le petit défenseur central également Ilanoku qui a l'air assez intéressant. Je vais pas tous les citer mais c'est vraiment un super vivier qui en général s'imprègne assez vite dans le monde pro. Donc pas mal d'alternatives pour un club qui, et c'est une force pour eux cette année, ne joue pas l'Europe, donc pas un besoin énorme de profondeur de banc. D'ailleurs Monaco a souvent raté dans les saisons précédentes ses débuts de saison car elle jouait les barrages avec des champions. Cette année, ils se retrouvent à ne pas en jouer, et on voit le résultat, ils sont premiers au classement. On va finir cette vidéo par une projection et par une question, est-ce que Monaco joue le titre? J'ai envie de dire pourquoi pas. Déjà, à l'heure d'aujourd'hui, même si tout va vite dans le foot, pour moi, il n'y a que Monaco qui est capable de déranger Paris. Rennes n'est pas au top, l'OM a connu trop de remous et on peut pas se prononcer sur leur suite de saison pour l'instant, car Gattuso vient juste d'arriver et effectivement, même si pour l'instant le technicien italien montre de belles choses, il faut voir par la suite. Nice, je les vois quand même vachement en dessous, même s'ils ont battu Monaco, bon c'est quand même Balogun qui a raté deux pénaltys, ou Boulka qui a arrêté les deux, vous voyez ça comme vous voulez. Donc ça va dépendre de Monaco bien entendu, et j'ai envie de dire également que ça va dépendre forcément du concurrent en face, le PSG, qui perd des points bêtement par moment, qui va sûrement perdre des forces avec la Ligue des Champions, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Et je pense que Monaco a vraiment un 11 très qualitatif et bien pensé pour embêter le PSG. Ça peut être une lutte vraiment super intéressante à suivre, ça peut vraiment être top pour le suspense du championnat, et je serais pas étonné de les voir titiller le club de la capitale jusqu'à la fin. Alors oui, il faut pas que les Monégasques perdent trop de joueurs, notamment défensivement sur blessure, mais ils ont un 11 qui pour moi est vraiment très bien garni. En tout cas, à l'instant T, j'imagine pas comment Monaco ne serait pas sur le podium, et même au moins deuxième, car il y a l'effectif, l'entraîneur, le jeu et encore une fois un calendrier plutôt allégé. Donc seul l'avenir nous dira où Monaco ira, mais honnêtement j'ai rarement vu une équipe de Monaco aussi solide défensivement. En tout cas ça fait un moment que c'était assez friable, les pistons me plaisent vraiment beaucoup, et ils sont surtout très importants dans cette tactique comme je l'exposais. En vrai le 11 je trouve vraiment très qualitatif, à part le gardien et encore, on va lui laisser du temps. Je pense que Monaco va continuer de nous impressionner, et il n'y a pas vraiment de raison apparente, à part les blessures, que les choses changent. J'espère que la vidéo vous plaira, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo sur Monaco. Je voudrais remercier les comptes sur Twitter qui m'ont aidé pour cette vidéo. Alexandre Paki, Corentin, Cruyffissime et également Aliumdra. N'hésitez pas à les suivre, c'est vraiment des comptes qui sont très pertinents, donc je vous mettrai les liens en description. N'oubliez pas de liker si ça n'a pas été fait, si ça vous a plu, de vous abonner également si c'est toujours pas fait, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!